Mon beau-père m'a traité des « ordures sans valeur » devant toute la famille. Elle mérite mieux, a-t-il déclaré. J'ai hoché poliment la tête et dit « Vous avez raison, monsieur ». Et j'ai quitté sa maison, seul. Le lendemain, à 10 heures, il a reçu 3 SMS, un de son avocat, l'accord est annulé, un de sa fille, je te déteste, et un de moi, ne vous frottez pas à une ordure. Tu es une ordure sans valeur, Samuel. Ma fille mérite mieux. Je m'appelle Samuel et j'ai 37 ans. J'ai passé les 12 dernières années à bâtir une société de capital investissement à Denver, au Colorado, réalisant des investissements que la plupart des gens ne voient jamais venir. Je travaille via des sociétés écrans, des trusts anonymes, des sociétés holding qui enterrent mon nom si profondément dans la paperasse que même les avocats les plus brillants mettent des mois à remonter jusqu'à moi. C'est comme ça que j'aime les choses, propres, invisibles, puissantes. Mais en ce moment, debout dans la cuisine de mon beau-père, le regardant agiter sa tasse de café comme s'il dirigeait un orchestre d'insultes, je me sentais tout sauf puissant. Robert Kellerman me traitait d'incapable depuis 3 ans. À chaque dîner de famille, chaque jour férié, chaque fois que je franchissais sa porte. Elle aurait pu épouser le fils du docteur Patterson, a-t-il poursuivi, en faisant un geste vers ma femme, Elena. Mais non, elle t'a choisi, toi, un homme qui ne veut même pas nous dire ce qu'il fait vraiment dans la vie. Elena était assise à la table du petit déjeuner, remuant ses œufs dans son assiette. Elle n'a jamais levé les yeux, jamais dit un mot, continuant simplement de remuer ses maudits œufs comme s'il détenait la réponse à tout ce qui n'allait pas dans notre mariage. Samuel travaille dans la finance, papa, a-t-elle finalement marmonné, sans toujours croiser mon regard. La finance, s'est moqué Robert. Vous savez ce que ça veut dire? Rien. Pour ce qu'on en sait, il pourrait vendre des assurances. Il pourrait gérer les comptes de retraite des autres dans un bureau de centre commercial. Je l'ai regardé faire les 100 pas autour de son îlot de cuisine en granit, son visage devenant plus rouge à chaque tour. C'était Robert Kellerman, fondateur et PDG de Nexora Lab, une entreprise de biotechnologie en difficulté qui n'avait pas réalisé de bénéfices réels en 4 ans. Il avait hérité de l'argent de l'entreprise de construction de son père et pensait que cela faisait de lui une sorte de génie de la finance. Ce que Robert ne savait pas, c'est que je suivais les états financiers de son entreprise depuis 8 mois. Nexora Lab était en pleine hémorragie de liquidités, brûlant le peu de financement par capital risque qui leur restait. Ils avaient besoin d'un miracle. Ils avaient besoin exactement du type d'investisseur anonyme que j'étais spécialisé à être. Tu restes assis là comme une carpe, dit Robert en pointant son doigt vers ma poitrine. Les vrais hommes parlent. Les vrais hommes se défendent. J'ai hoché lentement la tête. Vous avez raison, monsieur Kellerman. Le silence s'est fait dans la cuisine. Elena a finalement levé les yeux de son assiette, la confusion se lisant sur son visage. Même Robert semblait surpris par ma réponse. J'ai raison, dit-il, la voix incertaine maintenant. Absolument, dis-je en me levant et en attrapant ma veste. Elena mérite mieux. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée, sentant leur regard dans mon dos. Au moment où j'ai attrapé la poignée, j'ai entendu la chaise d'Elena racler le sol. Samuel, attends. Mais j'étais déjà dehors, respirant l'air froid de novembre, sachant que tout était sur le point de changer. J'ai rencontré Elena il y a 5 ans lors d'une conférence à Boulder. Elle présentait des recherches sur les applications de la thérapie génique, brillante et passionnée par son travail dans une petite entreprise de biotechnologie. J'étais là parce que j'envisageais d'investir dans le secteur des technologies médicales. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de tomber amoureux de la présentatrice. Notre relation a évolué vite. Trop vite, probablement. En 18 mois, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie dont son père s'est plaint pendant des semaines. Il voulait quelque chose de plus grand, de plus cher, quelque chose qui impressionnerait ses amis du country club. Mais Elena et moi préférions les choses simples. C'est du moins ce que je pensais. Le problème a commencé lors de notre premier Noël en tant que couple marié. Robert avait trop bu de vin et a commencé à m'interroger sur mon travail. Je lui ai donné les mêmes réponses vagues que je donnais à tout le monde. Investissement privé, gestion de portefeuille, conseil pour des particuliers fortunés. Tout cela était techniquement vrai, mais il manquait le détail crucial que j'étais le particulier fortuné. Mon entreprise, Amberlin Venture, gérait plus de 200 millions de dollars d'actifs. Nous étions spécialisés dans les investissements de démarrage dans les entreprises technologiques et médicales,
le genre d'affaires qui exigeait discrétion et anonymat. J'avais bâti ma réputation en restant invisible, laissant d'autres personnes s'attribuer le mérite pendant que je récoltais discrètement des rendements dont la plupart des investisseurs ne pouvaient que rêver. Mais Robert interprétait ma discrétion comme une faiblesse. Il a commencé à faire des commentaires sur mon travail mystérieux et sur le fait qu'un vrai homme serait plus transparent sur sa carrière. Elena changeait de sujet ou en riait, mais elle ne lui a jamais dit d'arrêter. Jamais elle n'a pris ma défense. Les attaques verbales se sont intensifiées au cours des mois suivants. Robert faisait des remarques désobligeantes sur mes vêtements, ma voiture, mon manque d'ambition. Il me comparait à d'autres hommes de leur cercle social, des médecins et des avocats prospères qui conduisaient des voitures chères et parlaient fort de leur réussite. Ce qui a empiré les choses, c'est de voir Elena se recroqueviller lors de ces confrontations. La scientifique confiante que j'avais épousée devenait silencieuse et pleine d'excuses, trouvant constamment des justifications au comportement de son père. Elle me prenait à part après des dîners particulièrement brutaux et me chuchotait des excuses, promettant que ça s'arrangerait. Mais elle ne l'a jamais confronté directement. Il y a 3 mois, j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. En faisant des recherches sur des investissements potentiels, je suis tombé sur les documents de financement de Nexoralab. L'entreprise était en grande difficulté, brûlant des liquidités plus vite qu'elle ne pouvait enlever. Ils avaient approché des dizaines de sociétés de capital risque, mais leur ratio d'endettement sur chiffre d'affaires effrayait la plupart des investisseurs sérieux. C'est là que j'ai réalisé que j'avais un choix à faire. Je pouvais aider à sauver l'entreprise de Robert grâce à un investissement anonyme, ou je pouvais la laisser faire faillite. L'homme d'affaires en moi voyait le potentiel. Le gendre en moi voyait tout autre chose. J'ai commencé le processus de due diligence, gardant mon identité cachée derrière des couches de structure d'entreprise. Robert ne saurait jamais que son salut était assis à sa table, écoutant ses insultes, regardant sa fille rester silencieuse. Le point de rupture est survenu il y a 3 semaines, lors du dîner d'anniversaire d'Elena. Nous étions chez Robert, et il avait invité son beau-frère, Harold, un chirurgien cardiaque qui adorait parler de sa résidence secondaire à Aspen. Harold vient d'acheter un nouveau bateau, a annoncé Robert alors qu'Elena coupait son gâteau. Un yacht de 12 mètres qui lui a coûté plus que ce que la plupart des gens gagnent en 5 ans. Harold a ri et m'a tapé sur l'épaule. Et toi, Samuel? De gros achats récemment? Une nouvelle voiture, un investissement immobilier? J'aurais dû le voir venir. Les yeux de Robert se sont illuminés de cette lueur familière qui signifiait qu'il allait porter le coup de grâce. Samuel ne fait pas ce genre d'achat, a dit Robert, la voix dégoulinante d'une fausse sympathie. C'est plutôt un homme pratique, n'est-ce pas, Samuel? Elena m'a serré la main sous la table, un avertissement pour que je reste calme. Mais Robert n'avait pas fini. Je veux dire, soyons honnêtes ici. Ma fille est une scientifique brillante. Elle a publié dans de grandes revues, prend la parole dans des conférences internationales. Elle aurait pu épouser n'importe qui, un médecin, un avocat, quelqu'un avec de vraies perspectives. Au lieu de ça, elle s'est contentée de. Il a fait un geste vague dans ma direction. Eh bien, nous faisons tous des erreurs. Le silence s'est fait dans la pièce. La main d'Elena est devenue molle dans la mienne. Harold fixait son gâteau comme si c'était la chose la plus fascinante qu'il ait jamais vue, et Robert était assis là avec un sourire satisfait, attendant ma réaction. J'ai regardé Elena. Je l'ai vraiment regardée. Elle fixait ses genoux, le visage rouge de honte. Pas de honte pour le comportement de son père, mais de honte pour moi, d'être mariée à quelqu'un que son père considérait comme indigne d'elle. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la situation n'allait pas s'améliorer. Elena n'allait pas prendre ma défense parce qu'au fond d'elle, elle était d'accord avec lui. Peut-être pas complètement, mais assez pour rester silencieuse, assez pour le laisser me démolir devant sa famille. Je me suis levé lentement, j'ai posé ma serviette sur la table et j'ai regardé Robert droit dans les yeux. Vous avez tout à fait raison, ai-je dit. Elle mérite mieux. J'ai embrassé Elena sur le front, j'ai attrapé mon manteau et je suis sorti. Derrière moi, j'ai entendu Elena crier mon nom, mais je ne me suis pas retourné. J'avais du travail à faire. Le trajet de retour m'a donné le temps de réfléchir. Pendant des mois, j'avais préparé les documents d'investissement pour Nexoralab, un montage financier de 15 millions de dollars qui sauverait l'entreprise de Robert et assurerait sa retraite. La paperasse était prête. Il ne manquait que ma signature. Je me suis garé dans mon allée, je suis resté assis dans la voiture pendant 10 minutes et j'ai pris ma décision.
Je n'allais pas signer ces documents. En fait, j'allais faire quelque chose de beaucoup plus satisfaisant. J'allais laisser Robert Kellerman apprendre exactement ce que ça faisait d'avoir besoin de quelqu'un qu'il considérait comme une ordure. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat, James Morrison, et je lui ai demandé de rédiger 3 documents, un retrait formel d'intérêt d'investissement dans Nexora Lab, un avis de résiliation de contrat pour l'accord de financement en attente, et une levée de clause de confidentialité qui me permettrait de révéler mon identité en tant qu'investisseur anonyme. Vous êtes sûr de ça, Samuel, a demandé James lors de notre réunion. Vous avez passé des mois sur la due diligence. Les fondamentaux de l'investissement sont solides, malgré les histoires de famille. J'en suis sûr, ai-je dit. Parfois, le meilleur investissement est celui qu'on ne fait pas. À midi, j'avais tout ce dont j'avais besoin. James livrerait l'avis de retrait à Nexora Lab à 10 heures précises le lendemain matin. Je voulais que Robert ait une journée entière pour paniquer avant de comprendre ce qui s'était passé. Ce soir-là, Elena est rentrée vers 20 heures. Elle était restée chez sa sœur depuis le dîner d'anniversaire, et je pouvais dire à sa posture qu'elle avait pleuré. Il faut qu'on parle, dit-elle en s'installant dans le fauteuil en face de moi dans notre salon. D'accord. Mon père m'a appelé aujourd'hui. Il craint d'être allé trop loin l'autre soir. J'ai failli rire. Il craint. Il veut s'excuser. Peut-être qu'on pourrait dîner ce week-end, juste nous 3. Repartir à zéro. J'ai étudié son visage, cherchant le moindre signe qu'elle comprenait ce qui s'était réellement passé. Mais Elena pensait encore qu'il s'agissait de sentiments blessés et d'orgueil froissé. Elle n'avait aucune idée que son père venait d'insulter la seule personne qui pouvait sauver son entreprise. Elena, dis-je prudemment, depuis combien de temps as-tu honte de moi? La question l'a prise au dépourvu. Quoi? Je n'ai pas honte. Tu n'as jamais dit une seule fois à ton père d'arrêter de m'insulter. Pas une seule fois en 3 ans. Il ne le pense pas. Il est juste protecteur. Il m'a traité d'ordure sans valeur devant toute ta famille. Tu n'as rien dit. Les yeux d'Elena se sont remplis de larmes. Je ne savais pas quoi dire. Il se met tellement en colère quand on le confronte. Alors tu as choisi son confort plutôt que ma dignité. Ce n'est pas juste. Mais c'était juste, et nous le savions tous les deux. Elena avait fait son choix il y a longtemps. Chaque fois qu'elle restait silencieuse, chaque fois qu'elle trouvait des excuses à son comportement, elle choisissait son père plutôt que son mari. Je t'aime, dit-elle, ce qui a rendu les choses encore pires. Je sais que tu m'aimes. Mais l'amour ne suffit pas quand on ne se bat pas pour lui. Elle est partie 1 heure plus tard, et je savais qu'elle ne reviendrait pas. Pas vraiment. Même si nous restions mariés, même si nous allions en thérapie et réglions nos problèmes, il y aurait toujours une partie d'elle qui me verrait à travers les yeux de son père. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt et je suis allé à mon bureau. À 10 heures précises, j'ai appelé James pour confirmer que l'avis de retrait avait été livré à Nexora Lab. 20 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Samuel. La voix d'Elena était tremblante. Il s'est passé quelque chose. L'entreprise de papa vient de perdre son principal investisseur, 15 millions de dollars. Il s'effondre complètement. Je suis désolé de l'apprendre. Les avocats ne veulent pas lui dire qui s'est retiré. Ils ont dit que c'était un groupe d'investissement anonyme, mais maintenant il invoque une rupture des conditions de confidentialité. Papa parle de faillite. Je suis resté silencieux, écoutant sa respiration à l'autre bout du fil. Samuel, je sais que tu travailles dans la finance. Penses-tu que tu pourrais peut-être te renseigner? Voir si quelqu'un sait quelque chose sur ce groupe d'investissement? L'ironie était presque trop parfaite. Elle me demandait de l'aide pour trouver l'investisseur qui pourrait sauver son père, sans savoir qu'elle lui parlait. Je vais voir ce que je peux faire, ai-je dit. Après avoir raccroché, j'ai rédigé 2 SMS et les ai programmés pour être envoyés le lendemain matin. Le premier serait pour Elena. Le second pour Robert. Tous 2 arriveraient à 10 heures précises, en même temps qu'un 3e message de James Morrison. D'ici demain après-midi, tout le monde saurait exactement à qui ils avaient eu affaire. Ce soir-là, j'ai examiné les dossiers de Nexora Lab une dernière fois. Ce que j'ai trouvé a confirmé tout ce que je soupçonnais sur le sens des affaires de Robert Kellerman. L'entreprise perdait de l'argent depuis 18 mois, depuis le lancement raté d'un produit que Robert avait insisté pour imposer malgré les avertissements de son équipe de recherche.
Il avait passé outre l'avis de ses propres scientifiques, convaincu que son instinct commercial était supérieur à leur expertise technique. Le désastre qui en a résulté avait coûté à Nexoralab leur partenariat avec deux grandes sociétés pharmaceutiques et près de 3 millions de dollars en frais de développement. Mais au lieu d'accepter sa responsabilité, Robert avait blâmé l'équipe de recherche, licencié 3 scientifiques seniors et commencé à chercher de nouveaux investisseurs pour le renflouer. Ce qui était pire, c'est qu'Elena était l'une des scientifiques qui s'était opposée au lancement. Elle avait rédigé une note détaillée expliquant pourquoi le produit n'était pas prêt pour le marché, mais Robert avait rejeté ses préoccupations comme une prudence excessive typique des chercheurs universitaires. Quand le lancement a échoué exactement comme elle l'avait prédit, il lui a rendu la vie si misérable qu'elle a fini par démissionner et trouver du travail dans une plus petite entreprise. Elena ne m'avait jamais raconté toute l'histoire. Elle avait mentionné qu'elle avait eu quelques désaccords avec son père sur les priorités de recherche, mais elle l'avait présenté comme une différence d'opinion plutôt que ce que c'était réellement, l'arrogance de Robert détruisant un jugement scientifique solide. J'ai appelé l'ancienne collègue d'Elena, le docteur Patricia Webb, qui avait quitté Nexoralab à peu près en même temps qu'Elena. Patricia et moi nous étions rencontrés à plusieurs conférences de l'industrie, et elle avait toujours été franche sur les défis du travail dans la biotechnologie. Patricia, c'est Samuel, le mari d'Elena. J'espère que je ne vous dérange pas. Samuel ? Bien sûr que non. Comment va Elena ? Elle va bien. En fait, j'appelle pour autre chose. Je fais des recherches sur Nexoralab pour un investissement potentiel, et je voulais avoir votre point de vue sur leur capacité de recherche. Patricia est restée silencieuse un instant. Samuel, puis-je parler librement, s'il vous plaît ? Robert Kellerman est un désastre. Des scientifiques brillants, une base de recherche solide, mais cet homme n'a rien à faire à la tête d'une entreprise de biotechnologie. Il traite son personnel de recherche comme des ouvriers d'usine et prend des décisions basées sur l'ego plutôt que sur les données. Pouvez-vous me donner un exemple ? Le lancement de la neurotropine. Nous avions 6 mois de données de tests montrant que le composé n'était pas assez stable pour les essais cliniques. Elena a rédigé une analyse de 20 pages expliquant exactement pourquoi il échouerait. Robert l'a ignoré, a avancé le lancement et a fait perdre à l'entreprise près de 3 millions de dollars lorsque la FDA a rejeté la demande. Qu'est-il arrivé à Elena après ça ? Robert l'a blâmée pour l'échec. Il a dit qu'elle était négative et peu engagée dans le succès de l'entreprise, a rendu son environnement de travail si toxique qu'elle a dû partir. Honnêtement, ça m'a brisé le cœur. Elena est l'une des chercheuses les plus talentueuses avec qui j'ai jamais travaillé. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon bureau jusqu'à près de minuit, pensant à tout ce que Patricia m'avait dit. Robert ne m'avait pas seulement insulté lors des dîners de famille. Il avait détruit la carrière d'Elena parce qu'elle avait eu le courage de lui dire la vérité sur ses mauvaises décisions. L'investissement de 15 millions de dollars que j'avais préparé n'allait pas seulement sauver son entreprise. Il allait le récompenser pour des années d'arrogance et de mauvais jugement. Il allait valider sa conviction qu'il avait toujours raison, même quand il se trompait de manière catastrophique. Plus important encore, cela signifierait qu'Elena n'aurait jamais à choisir entre son père et son mari. Elle pourrait garder les deux relations intactes, sans jamais affronter le fait qu'elle était restée silencieuse pendant qu'il me démolissait. Mais maintenant, elle allait devoir choisir. Et d'après tout ce que j'avais appris sur Robert Kellerman, j'avais le sentiment de savoir quel choix elle ferait. Le lendemain matin, je suis arrivé tôt à mon bureau et j'ai procédé à une dernière vérification des documents de retrait. Tout était en ordre. James livrerait l'avis de résiliation formelle à Nexoralab à 10 heures. Au même moment, mes SMS programmés seraient envoyés à Elena et Robert. À 9h45, j'ai appelé Elena. Samuel, tout va bien ? Je dois te dire quelque chose d'important, mais je veux que tu t'assoies d'abord. Tu me fais peur. Elena, je suis l'investisseur anonyme qui s'est retiré de Nexoralab. Silence. Un silence complet pendant près de 30 secondes. Quoi ? Mon entreprise, Amberlin Venture, était prête à investir 15 millions de dollars dans l'entreprise de biotechnologie de ton père. J'ai retiré l'offre hier matin. C'est impossible. Tu travailles dans la gestion de portefeuille. Tu n'as pas 15 millions de dollars. Elena, je suis le propriétaire d'Amberlin Venture. Nous gérons plus de 200 millions d'actifs. Je suis l'investisseur anonyme que ton père courtise depuis 8 mois. Je pouvais l'entendre respirer, vite et de manière saccadée. C'est une sorte de blague. Regarde ton téléphone.
Tu vas recevoir un SMS dans exactement 12 minutes. Ton père aussi. Le message viendra de moi, confirmant tout ce que je viens de te dire. Samuel, ça n'a aucun sens. Si tu as autant d'argent, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que je n'avais pas besoin que tu le saches. Et parce que je voulais voir comment ta famille traiterait quelqu'un qu'elle pensait indigne d'elle. Alors c'est quoi? Une sorte de test? Non, ça allait être un investissement, jusqu'à ce que ton père me traite d'ordure sans valeur devant toute ta famille et que tu ne dises rien. Elena s'est mise à pleurer. J'aurais dû te défendre. Je le sais. Mais Samuel, c'est la vie de mon père, son entreprise. Tu ne peux pas la détruire parce que tes sentiments ont été blessés. Il ne s'agit pas de mes sentiments, Elena. Il s'agit de respect et de conséquences. S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger les choses. Je vais lui parler. Je vais le forcer à s'excuser. Il est trop tard pour les excuses. À 10 heures précises, mon téléphone a vibré avec une confirmation par SMS que les 2 messages avaient été livrés. Le téléphone d'Elena a vibré en même temps. Oh mon Dieu, a-t-elle murmuré. Samuel, s'il te plaît. Je t'en supplie. Ne détruis pas mon père. Je ne le détruis pas, Elena. Je le laisse faire face aux conséquences de ses propres choix. C'est cruel. Ce qui est cruel, c'est de regarder son mari se faire démolir pendant 3 ans sans jamais dire un mot pour l'arrêter. Elena a raccroché. 5 minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Robert, et il hurlait avant même que je dise bonjour. Espèce de... Tu trouves ça drôle? Tu penses pouvoir détruire mon entreprise parce que j'ai blessé tes sentiments? Monsieur Kellerman, je crois que vous avez mal compris la situation. Je n'ai rien mal compris. Elena m'a tout dit. C'est toi l'investisseur. C'est toi qui t'es retiré. C'est exact. 23 personnes travaillent pour moi, Samuel. 23 familles dépendent de cette entreprise. Tu es prêt à les détruire tous parce que j'ai dit des choses que tu n'as pas aimées. En fait, monsieur Kellerman, je suis prêt à laisser votre entreprise réussir ou échouer sur ses propres mérites, sans que mon argent ne la soutienne. Nous avions un accord. Nous avions un accord préliminaire que j'ai choisi de ne pas signer. Aucune loi n'a été enfreinte. Aucun contrat n'a été violé. Robert est resté silencieux un moment. Et quand il a repris la parole, sa voix était différente, plus faible. Que veux-tu? Rien, monsieur Kellerman. Je ne veux rien de vous. Il doit y avoir quelque chose. De l'argent, des excuses. Quoi? Je veux que vous compreniez ce que ça fait d'avoir besoin de quelqu'un que vous considérez comme une ordure. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone. C'était fini. 3 jours plus tard, Elena a demandé le divorce. Elle est venue à la maison pendant que j'étais au travail et a fait ses valises, ne laissant qu'une lettre sur le comptoir de la cuisine. La lettre faisait 2 pages, mais elle se résumait à un message simple, elle ne pouvait pas être mariée à quelqu'un qui blesserait délibérément sa famille. Ce qu'elle n'a pas mentionné, c'est qu'elle avait également coupé tout contact avec son père. Je l'ai appris par Patricia Webb, qui l'avait entendu d'un autre ancien employé de Nexoralab. Elena avait confronté Robert sur la façon dont il m'avait traité, et quand il a essayé de justifier son comportement, elle lui a dit exactement ce qu'elle pensait de ses décisions commerciales, de son traitement de son personnel de recherche et de ses années d'abus verbaux. Selon Patricia, la conversation s'était terminée par Elena disant à son père qu'il avait détruit son mariage et sa carrière et qu'elle ne voulait plus jamais le revoir. Robert l'avait appelée 17 fois depuis. Elle n'avait pas répondu une seule fois. En une semaine, la nouvelle des difficultés financières de Nexoralab s'était répandue dans la communauté de la biotechnologie. 2 autres investisseurs potentiels se sont retirés, effrayés par le ratio d'endettement de l'entreprise et le départ soudain de leur principale source de financement. Robert a été contraint de licencier 8 employés et de fermer son centre de recherche secondaire. Le journal économique local a publié un article sur les difficultés de l'entreprise, se concentrant sur le retrait mystérieux de leur principal investisseur. Robert a refusé de commenter, mais l'article citait plusieurs anciens employés qui dépeignaient une entreprise aux prises avec des problèmes de leadership et de mauvaises décisions stratégiques. À la fin du mois, Robert avait mis sa maison en vente et liquidé ses investissements personnels pour maintenir l'entreprise à flot. L'adhésion au country club avait disparu. La résidence secondaire à Vaille avait disparu.
Tout était vendu pour gagner du temps. Je suis passé devant sa maison un après-midi et je l'ai vu dans le jardin en train d'arracher les mauvaises herbes d'un parterre que son service d'aménagement paysager entretenait auparavant. Il avait l'air plus vieux, plus petit en quelque sorte, comme un homme qui n'avait plus personne d'autre à blâmer. 6 mois plus tard, j'ai appris que Nexoralab avait déposé le bilan. Robert avait réussi à trouver un acheteur pour certains de leurs actifs de recherche, mais l'entreprise elle-même était finie. Les employés restants ont été soit licenciés, soit absorbés par l'entreprise acquéreuse. Robert lui-même avait accepté un poste de consultant pour une plus grande entreprise de biotechnologie, travaillant dans un petit bureau d'un centre commercial près de l'aéroport. L'homme qui avait passé des années à me faire la leçon sur la réussite et l'accomplissement se rendait maintenant dans le genre d'espace de bureau anonyme dont il s'était autrefois moqué. Elena ne m'a jamais contacté directement, mais j'ai appris par des amis communs qu'elle avait accepté un poste dans un institut de recherche en Californie. Elle s'en sortait bien, publiant des articles et prenant de nouveau la parole dans des conférences. Elle avait retrouvé sa voie dans la science, même si elle ne l'avait jamais trouvée dans notre mariage. J'ai vendu la maison à Denver et j'ai déménagé à Portland où j'ai ouvert un nouveau bureau pour Amberlin Venture. Le changement de décor m'a fait du bien et le nord-ouest du Pacifique avait une communauté technologique florissante qui offrait de nombreuses opportunités d'investissement. Je n'ai plus jamais entendu parler de Robert, mais je n'en avais pas besoin. Les journaux économiques me tenaient au courant de son déclin, chaque entreprise ratée, chaque occasion manquée, chaque fois que quelqu'un choisissait de ne pas investir dans ses projets en raison de sa réputation de mauvais décideur. Robert Kellerman avait appris ce que signifiait être rejeté, ignoré et considéré comme une ordure par des gens qui tenaient son avenir entre leurs mains. Il avait découvert que le respect n'était pas quelque chose qu'on pouvait exiger ou hériter. C'était quelque chose qu'on gagnait par la façon dont on traitait les autres, surtout quand on pensait qu'ils ne pouvaient pas se défendre. Parfois, la meilleure vengeance consiste simplement à laisser quelqu'un faire face aux conséquences naturelles de son propre caractère. Et parfois, la personne la plus insignifiante dans la pièce se révèle être celle qui détient tout le pouvoir.